dans le cadre de la responsabilisation sociétale des entreprises, ces jeunes sont formés pendant 3 ans, moitié alternance, bien que la loi n'existe pas encore chez nous, mais moitié au sein d'Al-Karam dans les ateliers de formation. Et après, les établissements prennent en général pratiquement 60% de ces jeunes qui ont été formés chez nous et le reste deviennent des auto-entrepreneurs, créent des petites activités génératrices de revenus. Et nous réjouissons par rapport à cette collaboration que nous avons eue avec plusieurs partenaires, que ce soit étatiques ou économiques. Mais nous avons encore un défi à relever, le défi qu'il y ait une tolérance zéro. Aucune fille en âge de scolarisation ne devrait être en dehors de l'école. Aucune jeune fille ne devrait subir une violence, quelle que soit cette dernière. Et surtout, il faut aussi tolérance zéro par rapport à l'harcèlement en milieu, que ce soit scolaire ou en milieu de travail. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karima, pour cette présentation très détaillée. Alors, on va peut-être laisser place à quelques questions avant de passer à notre deuxième interlocuteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Très bien, dans ces cas-là, on peut de toute façon réfléchir et revenir aux questions par la suite quand Christina nous aura fait sa présentation. Donc, Christina, je suis très heureuse de t'accueillir parmi nous. Le propos que tu vas tenir est évidemment très complémentaire avec celui de notre chère Karima. Donc, une petite présentation succincte. Docteur en droit européen, experte internationale en matière d'égalité des sexes. Tu es présidente et fondatrice d'Arborus. Tu conçois et mets en œuvre des stratégies inclusives visant à promouvoir l'égalité des sexes et la diversité sur le lieu du travail. Et tu as créé plusieurs labels de certification. Tu vas nous en parler, tu vas les détailler en quelques mots. Ces labels sont aujourd'hui mis en œuvre dans 56 pays. Tu as également lancé la première charte internationale pour une intelligence artificielle inclusive et ces outils ont été sélectionnés par la France comme résultat officiel lors du sommet de l'intelligence artificielle à Paris en février 2025. Tu vas donc nous parler de la nouvelle application que tu vas lancer, Respect.me, et de tout le travail que tu élabores avec Arborus, dont tu es la présidente et la fondatrice. Je te remercie d'avance infiniment pour ta présence et ton temps. Et je remercie encore une fois Karima. Je pense que vos deux propos seront tout à fait complémentaires. Vous travaillez et vous œuvrez pour les femmes, pour les filles dans le même sens. Donc, je te remercie encore Karima pour cette très belle présentation et pour l'honneur que tu nous fais d'être ce soir avec nous. Je te laisse la parole, ma chère Christina. Merci, chère Florence, et merci de ton invitation. Ça me touche beaucoup. Donc, je vais prolonger effectivement le propos de Karima. J'ai bien aimé le titre que tu as choisi, l'éducation des filles, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les violences. Et on sait à quel point le sujet reste actuel, malheureusement, douloureusement. Et que l'éducation, c'est, je pense, le fondement même de toute vie humaine, puisque sans éducation, on est un animal, et c'est le fondement même de toute activité humaine. C'est l'éducation qui, tout au long de notre vie, va forger notre capacité à chacune, à chacun d'entre nous de vivre ensemble et de vivre tout court. C'est l'éducation qui offre les bases d'une culture commune, et pour moi, c'est essentiel, et je vais vous en parler pendant cette petite intervention. C'est les bases de la culture commune, des valeurs communes, d'une vision commune du présent, mais aussi de l'avenir. Et depuis 30 ans, comme tu le disais, Florence, je suis passionnée par ces sujets que j'ai abordés par l'angle qui me paraît le plus fondamental pour l'humanité, qui est celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que l'humanité est composée de deux pôles, le pôle féminin et le pôle masculin.
Et or, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais c'est un fait. Partout sur la planète, malheureusement, les systèmes sont organisés sur la base de la domination masculine. Et comment voulez-vous que le monde marche droit si ces deux bases ne sont pas sur un même pied d'égalité? Et notre monde va mal, et de plus en plus mal, et on va en parler justement parce que la modernité finalement ne nous aide pas. C'est pourquoi, sur cette base de ces réflexions, j'ai fondé il y a 30 ans une organisation qui s'appelle Arborus et qui a pour vocation d'apporter des outils concrets et méthodologiques pour accompagner les organisations. Alors c'est plutôt, mon secteur, c'est plutôt le secteur privé, les entreprises du secteur privé, mais aussi des entreprises diverses et variées comme l'exposition universelle du Dubaï, la police de Dubaï. On a des grandes organisations comme ça qu'on essaye de faire entrer, en tous les cas, dans des dynamiques plus égalitaires, pour les aider donc à mettre en place, à piloter des politiques d'égalité des chances et d'inclusion. Et ma marque de fabrique, ça c'est ce que les gens disent, mais je pense qu'ils ont raison, c'est le terrain et ce sont des résultats concrets et c'est la méthode. Donc pour agir et pour que les actions s'inscrivent dans la durée, eh bien encore faut-il en comprendre les raisons et les enjeux. Parce que bien souvent, quand on n'a pas compris quelque chose, on n'est pas capable de le mettre en œuvre. C'est ce que j'appelle le fameux déclic. Ce déclic ne peut s'acquérir que par l'éducation. Ça, c'est pour d'une façon générale. Et dans le monde de l'entreprise, on ne parle plus d'éducation, on parle de formation. Alors, il y a une différence entre l'éducation et la formation. L'éducation, c'est un processus global d'apprentissage qui vise le développement de la personne, donc toutes ses dimensions intellectuelles, sociales, morales, émotionnelles, civiques, etc. Alors que la formation, qui est plus pour les adultes, vise à l'acquisition de compétences pratiques, techniques ou professionnelles qui sont bien précises. Or, sur le sujet qui nous intéresse, des filles et donc de l'égalité entre les filles et les garçons, eh bien, on va toucher à toutes ces dimensions. C'est pour ça qu'on peut vraiment, je pense, parler d'éducation, même quand on va parler du monde de l'entreprise et des adultes, puisqu'on va toucher aux dimensions sociales, morales, parfois même religieuses, et aussi à tous les outils techniques de la mise en œuvre de cette égalité. Alors, quand on s'intéresse au sujet de l'égalité, on constate que les lois sur l'égalité professionnelle, par exemple, ou sur l'égalité salariale, que ce soit à peu près dans tous les pays du monde, eh bien, on nous dit par exemple qu'en France, en tous les cas, il faudrait attendre 2167 pour avoir la parité des salaires entre les femmes et les hommes. Donc, on voit bien que nos lois, malgré le fait qu'elles aient été votées, ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que les enjeux de cette égalité ne sont pas compris dans un système où l'inégalité entre les femmes et les hommes reste un bastion culturel et donc éducatif qu'on n'arrive pas à faire tomber. Donc, il faut s'attaquer pour arriver à un résultat positif, à éduquer les décideurs, les managers et toute la chaîne de valeur. Tous les acteurs, quels qu'ils soient, doivent être éduqués à cela. Et cela va se faire dans le domaine de l'entreprise, mais aussi un petit peu partout par des sensibilisations, par des formations, mais surtout, et moi je tiens beaucoup à cela, par l'exemplarité. C'est l'exemplarité des gens qui nous dirigent, et Dieu sait si aujourd'hui ces gens-là ne sont pas exemplaires, et par la mise en place d'une culture d'entreprise inclusive que l'on va pouvoir avoir un véritable effet d'entraînement. Et ici, on est bien, à mon sens, dans une éducation et dans l'éducation pour que les filles soient les égales des garçons et que les femmes soient les égales des hommes. Ma vision et la méthode qui en découlent sont donc portées par cette éducation. C'est pourquoi, afin de permettre la mise en œuvre en pratique de la loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes en France, mais pas qu'en France, un peu partout. Alors d'abord en France, j'avais proposé en 2003, et il a été créé, j'ai créé pour le gouvernement français un label qui existe toujours, qui s'appelle le label égalité, qui permet donc d'offrir un cadre méthodologique pour l'application de la loi et aller au-delà de la loi pour des actions concrètes en faveur de l'égalité. Et puis, sur ce point, je vais donc illustrer avec un exemple qui touche à l'éducation des filles. L'année où on a lancé le label égalité en France, donc où je l'ai créé en 2004, la même année, on a lancé un deuxième dispositif avec une marraine d'exception, puisque c'était Simone Veil. Nous avons lancé un dispositif qui existe toujours et qui marche très très bien, qui s'appelle la courte échelle. La courte échelle, c'est une action que j'aime
à qualifier une action de cœur, c'est une action de solidarité entre les jeunes filles, des collégiennes et leurs marraines, qui sont des femmes cadres supérieurs dans des grandes entreprises ou dans des grands ministères. Ça vise à quoi cette courte échelle? C'est vraiment faire la courte échelle à ces enfants qui sont issus de milieux défavorisés, donc on est dans la mixité sociale, qu'on va amener à apprendre, à observer à travers leurs marraines des métiers dits traditionnellement masculins, qui sont des métiers des STEM, de la tech, de la finance, et qui vont donner lieu, toutes ces formations initiales donnent lieu ensuite aux métiers les mieux rémunérés, mais aussi les métiers qui conduisent au pouvoir. Donc les filles, on va les sensibiliser à ça à travers le marrainage, et les marraines qui sont, tout ça est évidemment complètement bénévole, ces marraines qui sont des hautes fonctionnaires de Bercy, des cadres dirigeantes dans les grandes entreprises, dans des grosses PME, dans des cabinets d'avocats d'affaires, pour rester vraiment dans le business, elles vont montrer par leur propre exemple qu'on peut être une femme et diriger des hommes et avoir un métier important et avoir une vie de famille et être heureuse, mais aussi elles vont donner des premiers codes comportementaux à ces jeunes filles qui ne les ont pas et qui vont pouvoir s'adapter et mieux comprendre comment fonctionne le système qui n'est pas le leur en tous les cas et surtout pas celui de leur famille. Donc, je pense que c'est vraiment une façon d'être extrêmement inclusive que de leur proposer ce genre de dispositif. Si on continue dans le temps, en 2010, à la demande de la Commission européenne et de grands groupes internationaux, j'ai créé une autre certification dont tu parlais effectivement, Florence, qui s'appelle le GEES, Gender Equality European and International Standard, qui est effectivement présent dans 56 pays, dont l'Italie, qui est un de mes pays phares, parce que je suis franco-italienne, donc c'est pour moi un pays important, l'Italie. On a Intesa San Paolo, on a des très très belles entreprises qui sont détentrices de ce label. Et ce label, je pense que vous l'aurez compris, n'est pas juste un tampon par un grand organisme certificateur comme Bureau Veritas ou TÜV Rheinland, mais c'est vraiment un référentiel qui est en fait un guide méthodologique qui vise à permettre à chacun de s'approprier une culture de l'égalité et un processus pour arriver à l'égalité. Et quand je parlais de déclic, je prends souvent l'image de l'interrupteur qu'on peut avoir dans son cerveau, dans sa tête, et il n'est pas au même endroit pour toutes les personnes. Donc, il faut trouver le bon endroit dans le noir. On va essayer, on va tâtonner et on va trouver. Alors, pour certaines personnes, ce sont des statistiques. Le fait de donner des éléments chiffrés, ça va créer un effet de lumière. Pour d'autres, c'est un cas concret. Pour d'autres, c'est leurs propres enfants. Ils n'imaginent pas que leur propre fille puisse être discriminée ou mise à l'écart, etc. C'est des business cases. Ça peut être plein de choses. Moi, par exemple, ça a été de façon très concrète, un jour à la Commission européenne, j'ai vu un poster où il y avait le palmarès des pays européens en matière d'égalité. Et la France, je vous parle des années 90, hein, je sortais juste de mes études de doctorat de droit, donc j'étais très jeune, et je vois ce panneau où il y avait palmarès, et la France était avant-dernière avant la Grèce sur les questions de parité. Et ça m'a énormément choquée. Le pays dit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est vraiment des droits de l'homme, mais pas des droits de la femme. Donc, vous voyez, le déclic, chacun peut l'avoir à un moment donné, et voilà, c'est un peu une mission qui s'est ouverte à moi. Et donc, cette certification, elle est importante, elle est quasiment unique. Nous sommes deux à faire des certifications, deux certificateurs différents. Et nous, celle-ci, elle est unique parce que nous mesurons l'impact des actions qui ont été prises par les directions sur les personnes. Donc, comment les gens qui vivent dans les entreprises avec les mesures qui sont proposées vont changer de comportement, vont changer d'attitude, vont assimiler cette égalité et devenir meilleurs. Nous, on travaille pour un monde meilleur. Hein. De toute façon, c'est dans notre statut. Et on va aussi travailler sur la culture de l'entreprise. Donc, on va évaluer l'impact sur la culture de l'entreprise et sur son écosystème, puisqu'on part du principe que si vous êtes engagé, vous devez engager votre environnement aussi sur ces sujets-là. Mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, j'ai voulu aller encore plus loin. Et en 2019,
au siège des Nations Unies, j'ai lancé des trophées qui s'appellent GIZ SDGs. Donc, c'est pour faire le lien. Ici encore, c'est très pédagogique et c'est très éducatif. C'est de dire l'objectif 5, qui est celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, ne doit pas être le 5e, mais il doit être le pilier central qui permette de déployer tous les autres objectifs du développement durable. Parce que si on travaille sur l'humanité, pour l'humanité, eh bien, on travaille pour nous, pour les femmes et pour les hommes. Et donc, il faut qu'on soit en accord ensuite avec la nature pour ne pas détruire notre environnement. Mais c'est d'abord l'égalité qui doit primer sur ces objectifs. Donc là, on a, si vous allez sur notre site arborus.org, vous verrez depuis 2019 toutes les remises de trophées. Je sais que Florence, tu les connais bien puisque tu nous as fait le privilège de venir en remettre à Paris l'année dernière. Donc, ce sont des entreprises qui vont agir parce qu'elles agissent pour l'égalité dans un objectif de développement durable. Je peux vous donner un exemple très concret pour illustrer ce que je vous dis. L'année dernière, Danone Écosystème, donc qui est plus important que Danone encore, en Indonésie, a offert des filtres à eau, puisque l'eau est très polluée, très dangereuse pour la santé en Indonésie, donc a offert aux mamans, de millions de mamans, des filtres pour filtrer cette eau afin que leurs enfants ne meurent pas à cause des bactéries. Donc, on a un impact, vous voyez, environnemental et social très fort. On a touché, j'avais fait le compte, puisque cette année, on a fêté les 30 ans d'Arborus, et j'avais fait le compte, on a touché, je ne sais plus combien, de dizaines de millions de bénéficiaires avec nos actions dans le monde entier depuis cette période-là. Alors, si je continue à avancer dans le temps, nous avons en 2020, et Karima en a parlé, la crise du Covid qui a affecté absolument tout le monde et qui nous a beaucoup bousculé en tous les cas. Ça a ouvert les yeux de certains et bousculé plus négativement d'autres. Donc moi, j'étais déjà inquiète avant la crise du Covid de la montée de l'intelligence artificielle, notamment des algorithmes utilisés par les GAFAM aux États-Unis pour les recrutements et qui étaient extrêmement exclusifs, donc pas du tout inclusifs, qui écartaient les femmes, qui écartaient des populations dites minoritaires, etc. Et donc, quand arrive la crise du Covid, on se met tous à utiliser nos ordinateurs et donc l'intelligence artificielle. Il faut savoir que pendant la période du Covid, l'IA s'est multipliée par 3. Hein, sa croissance a véritablement explosé. Et donc, on se dit, bon, là, on a un vrai problème parce qu'il ne faudrait pas que tout le travail qu'on a fait sur l'inclusion soit détruit par les intelligences artificielles très, très rapidement. Donc, avec le groupe Orange et le secrétariat d'État au numérique, la Commission européenne et les Nations unies, j'ai lancé la première charte internationale pour une IA inclusive, qui là aussi a une vertu pédagogique, c'est-à-dire que cette charte donne des principes. Si vous les suivez bien les uns derrière les autres, vous vous assurez d'être inclusif par rapport aux algorithmes que vous allez utiliser. Et on a ajouté aussi à notre certification GIZ, pardon, nous avons ajouté un audit supplémentaire sur l'intelligence artificielle pour aller regarder dans tous les algorithmes utilisés s'ils sont ou non inclusifs. Parce que je pense que nous vivons un moment historique aujourd'hui où l'intelligence artificielle se positionne véritablement à la croisée des chemins entre l'urgence climatique, les bouleversements sociétaux et l'explosion technologique. L'IA, qui est présentée comme un outil clé pour repenser nos sociétés, qui offre bien sûr des opportunités fascinantes en matière médicale, etc., mais aussi en matière médicale et dans tous les domaines où elle offre des opportunités, elle offre aussi, elle nous démontre qu'elle soulève des défis cruciaux et notamment en matière d'inclusivité et d'éthique où elle n'est ni inclusive ni éthique, bien souvent. Donc il faut véritablement être extrêmement vigilant parce que la bascule vers un monde épouvantable pourrait se faire extrêmement rapidement. Et on en voit déjà les effets, toute la désinformation, toute la violence sur les réseaux sociaux, etc. Donc, cette conscience, là aussi, ce déclic, malgré ces promesses que l'IA est formidable,
l'IA reste quand même très vulnérable aux biais humains, puisqu'elle est faite par des humains sur la base de données et de prompts qui sont des documents rédigés par des humains et qui non seulement vont reproduire ces biais humains, mais en plus les amplifier puisque l'IA est ultra rapide. Donc ici encore, je vais vous illustrer ça sur le thème de l'éducation, qui est le thème de cette conférence, et qui touche aussi aux filles. Aujourd'hui, on n'a que 20% de filles qui sont dans les écoles d'ingénieurs et qui arrivent sur le marché du travail, sur les métiers, pour faire de l'informatique, de l'IA, etc. Beaucoup d'organisations féministes, féminines ou autres disent il y a trop peu de filles dans les filières STEM, tech, etc. Alors ça, je vous parle en Europe, où on est à moins de 20%. Dans les pays comme le Maroc ou la Tunisie, on est à beaucoup de filles dans les STEM et dans la tech, mais après, on constate qu'elles quittent ces secteurs dès qu'elles ont leur premier enfant, etc. Donc, on voit bien que la situation est complexe. Donc, on nous dit ça, on nous dit il faut encourager les filles à aller là-dedans. Bien sûr, il faut encourager les garçons à faire plus de ressources humaines, à faire plus de com, il faut encourager la mixité. Ça, c'est sûr. Mais, d'une part, avoir plus de filles, c'est très difficile. Et d'autre part, c'est compliqué, on ne va pas mettre des quotas, hein, ça va être compliqué d'avoir plus de filles dans ces filières-là. Et on voit que les statistiques aujourd'hui, les statistiques de l'éducation nationale ont été publiées, on voit qu'on est encore en perte sur ces statistiques-là. Et puis je trouve que c'est un peu dur de faire peser toujours sur les filles ou sur les femmes la responsabilité d'un monde meilleur. Parce que dire s'il y a plus de filles qui vont dans ces filières et qu'on a plus de femmes qui rentrent dans les filières ensuite du développement et du codage, on aura moins de biais. Non, on n'aura pas moins de biais parce qu'on n'est pas éduqué, malgré le fait qu'on n'a pas le gène anti-biais. Donc, il faut être éduqué pour cela. Et pour cela, il faut être éduqué dans son éducation à l'école, mais aussi ensuite dans la formation continue. Et c'est pour ça que moi, je propose de créer une culture commune qui concerne non seulement les filles, mais aussi les hommes. De toute façon, les hommes sont plus nombreux dans ces domaines-là. Donc, si on a bien une cible qu'il faut sensibiliser et former, c'est bien d'abord les hommes. Donc, ici encore, notre charte et notre certification sont des outils qui permettent d'avoir les bons guides, les bonnes étapes pour mettre en place tout cela. Alors, pour continuer dans le sens d'une culture commune qui est très, très chère à mon cœur, et je pense vraiment que notre humanité ne pourra être sauvée que si nous arrivons à développer tous ensemble une culture commune de l'égalité. L'égalité, c'est la base pour un monde meilleur. Voilà. Nous abordons, et je le disais tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui le 25 novembre, journée internationale sur les violences faites aux femmes. Malheureusement, les statistiques sont dramatiques, elles augmentent au lieu de baisser. Donc nous, on n'est pas une organisation, vous l'avez compris, on est une organisation très professionnelle, travaillons dans le monde de l'entreprise avec des passerelles vers le monde de l'éducation et de la jeunesse, etc. Et donc, il nous paraissait sur les violences important aussi, puisque nos entreprises travaillent pour aider à lutter contre les violences en prévention, en action dans l'entreprise, même dans la sphère privée, les entreprises essayent d'éloigner les conjoints violents, de changer l'adresse mail pour que le conjoint violent ne puisse plus écrire à son épouse ou à sa compagne pour l'insulter ou la menacer, etc. Donc, on a beaucoup de mesures là-dessus. On a un guide que vous pouvez consulter sur notre site aussi, qui est un guide international. Mais, et j'en viens à l'application Respect Me, dont Florence, tu parlais tout à l'heure et qui me tient à cœur, qui est une application que nous avons donc, que nous allons inaugurer au mois de janvier, qui est en version test, mais vous pouvez la télécharger sur Google Play ou sur Apple Store, bien sûr. C'est une application qui va concerner tous les domaines de la vie, donc la famille, l'école, la rue, l'entreprise, la salle de sport, les transports, enfin, tous les lieux où on peut, et malheureusement c'est partout, se faire agresser d'une manière ou d'une autre. Donc, l'idée, c'est vraiment là aussi de créer une communauté qui permet de riposter. Et donc, par la riposte, on va éduquer collectivement. Cette éducation se fait collectivement par des ripostes qui sont partagées sur cette application.
sur le sujet du respect des personnes dans toutes les sphères donc, de la vie. Si on part du constat que dans toute la société, les propos sexistes sont monnaie courante, eh bien nous, chez Arborus, nous avons eu envie de ne pas laisser ces paroles, ces comportements perdurer, car ils sont les premiers pas vers la violence et vers la violence physique. Vous commencez à dire, à faire une mauvaise blague, à avoir des propos un peu déplacés, ça peut donner lieu à une escalade verbale et physique. Donc, trop souvent, les victimes de mauvaises blagues, de propos débiles, enfin, de choses comme ça, face à ces situations, ben, on est désarçonné, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment riposter, on ne sait pas quel ton prendre parce que on est complètement horrifié, et donc on se tait. Et donc, face à ce silence, nous, on a voulu envie de proposer une solution pour agir. D'autant plus si ces mauvaises blagues, ces propos, ces attitudes déplacées arrivent d'un supérieur hiérarchique. Pour un enfant, ça peut être son enseignant, pour un collaborateur, son manager, etc. Donc, on voit bien qu'on est complètement désarçonné. Et donc, bien qu'humilié, bien que révolté intérieurement, ou tout simplement, et c'est le pire, parce qu'on voit bien dans les violences, c'est tellement culturel, cette violence, que on est simplement habitué à subir des mauvaises blagues, des comportements déplacés, eh bien, on ne va pas répondre et on va laisser place au silence. Donc, aujourd'hui, où depuis quelques années, la parole se libère avec MeToo, avec les réseaux sociaux, où d'ailleurs les gens déversent beaucoup de choses, pas toujours très positives, l'application Respect Me apporte sa contribution en aidant à riposter, mais à riposter de façon bienveillante et intelligente. Juste un chiffre, cette année encore, en France, 86% des femmes déclarent avoir personnellement vécu une situation sexiste. Donc, c'est quand même énorme, 86%. Et il faut vraiment que ça cesse. Il faut donner ce fameux déclic. Et ce fameux déclic, je pense que par des ripostes, qui sont des ripostes, une fois de plus, bienveillantes, ça peut aider. Alors, il y a aussi une situation que nous traitons avec cette application, c'est la situation de témoin. Parce que parfois, vous êtes témoin d'une situation, la personne, elle est désarçonnée, et le fait d'être témoin devrait vous permettre d'intervenir. Et donc, parfois aussi, en tant que témoin, on ne sait pas quoi faire. Donc là aussi, c'est pour donner aux témoins la possibilité de rompre l'isolement, de créer un effet miroir du collectif qui désapprouve ces comportements. Donc l'objectif, c'est vraiment de changer les mentalités, de créer une culture antisexiste, anti-violente. Cette réponse, elle se veut vraiment éducative. C'est pour ça que c'était intéressant d'en parler dans cette thématique éducation des filles. Elle se veut éducative et jamais violente, évidemment, mais au contraire très dédramatisante pour aborder en public ce sujet qui est un sujet grave, mais avec humour et parfois deuxième degré. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un pas de côté pour permettre ce changement et cette prise de conscience de la personne sans l'humilier, sans la mettre en position d'accusation. C'est une manière de parler du sujet avec une distance, la bonne distance, et de permettre sans culpabiliser à cette prise de conscience individuelle, mais aussi collective. Et donc, on va s'adresser à toutes les victimes. Hein. Ce n'est pas que les filles, ce n'est pas que les femmes, c'est aussi des garçons on voit beaucoup de cas de harcèlement de jeunes garçons, des hommes. Toutes les identités de genre sont respectées, sont bien sûr respectées, mais sont concernées par notre application. Donc, tout ça se retrouve à l'intérieur. Et on aura toutes sortes de situations. Et c'est pour ça qu'on fait appel avec l'application au public pour que chacun puisse témoigner en apportant son histoire et en disant voilà comment je m'en suis sortie ou voilà comment j'aurais dû réagir et j'ai pas eu la présence d'esprit ou le courage, mais voilà, où quelqu'un peut lui dire tu aurais pu faire comme ça, parce que l'imagination pour dominer les autres est gigantesque, elle est très grande, et parfois aussi on a sous prétexte de bienveillance, eh bien c'est encore la domination masculine qui va s'imposer. On va vous couper la parole, on va répondre à votre place, on va, alors que vous êtes experte ou dans un sujet, on va vous expliquer votre domaine d'expertise. Ça aussi, c'est de la violence. Donc, tout ça est traité dans cette application.
voilà, donc je ne peux que vous engager et vous inviter à participer, parce que c'est tous ensemble, c'est le collectif qui peut gagner, un collectif bienveillant qui a envie de faire changer le système, pour que nous participions tous et toutes ensemble à l'élaboration d'une culture commune. Il y a vraiment urgence. Alors, quand il y a urgence, nous, on n'est pas la police, hein, on n'a pas vocation, c'est pas de la vocation d'Arborus, nous, on est vraiment dans la prévention et dans la bienveillance. Mais si jamais il y avait une situation grave, on a prévu, et je suis en train de négocier avec la gendarmerie nationale pour qu'il y ait un bouton. Alors aujourd'hui, il y a des boutons avec des coups de sifflet et des sirènes de police pour faire un peu peur, mais l'idée, c'est de pouvoir appeler directement la police, hein, avec un numéro qui serait directement inclus dans l'application. Voilà, donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Et en conclusion, Florence, de ce propos sur l'éducation des filles, qui est un magnifique sujet, je dirais que l'éducation, c'est vraiment la base de tout. C'est la base de notre vivre ensemble. Les enjeux en sont d'autant plus importants aujourd'hui dans un monde qui s'internationalise, qui se polarise chaque jour davantage avec des brassages de population et donc des brassages de cultures très différentes et qui nécessitent d'avoir un dénominateur commun. Et tous les sujets que j'ai abordés, celui de l'inclusion, de l'égalité, de l'intelligence artificielle inclusive, du respect, etc., sont le même sujet, en fait, qui est celui de la recherche de ce dénominateur commun pour un monde meilleur, tout simplement. Et c'est tellement compliqué. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de vous donner mon point de vue. Merci, ma chère Christina, pour cette prise de parole tellement passionnante. J'en profite pour vous remercier toutes les deux au nom de son éminence, le cardinal Paul Poupart, évidemment, qui nous suit. Ce sujet lui tient évidemment extrêmement à cœur puisqu'il était directeur en France de l'éducation privée catholique et ensuite il a rejoint Rome pour devenir cardinal. Donc évidemment, ce sujet est très important pour lui, également dans toute son œuvre. Il en parle sous ses différents aspects et notamment celui de la question de l'éducation des filles, lui qui a beaucoup travaillé notamment en Afrique, mais aussi en Inde, où la Fondation a ouvert 2 écoles. Donc je te remercie beaucoup, Christina. Je garderai ces mots: exemplarité, mise en place d'une culture inclusive dans les entreprises, mais aussi dans les écoles, pour revenir aux propos de Karima. Donc merci pour cette passionnante présentation, tout en voilà, qui te ressemble tellement, à la fois extrêmement exigeante, précise, et en même temps, on sent cette extrême bienveillance, ce travail pour l'humanité. Tu œuvres véritablement pour l'humanité, et ça, c'est tout à fait merveilleux. J'en profite d'ailleurs pour remercier une autre qui aussi, à son niveau, œuvre pour l'humanité, c'est Pauline Krulik, qui est notre bénévole, qui est bénévole dans de nombreuses associations, et qui m'a notamment aidé à organiser notre conférence en vision. Donc, merci Pauline pour ta présence. Merci encore, chère Christina. Pour finir, nous allons… alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être pour Madame Longhi ou pour Karima? Ou toujours pas? Quelqu'un? Oui, je vous en prie. Monsieur Menrad, vous souhaitez prendre la parole? Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de me passer la parole. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Ah, ok. Merci. Je suis arrivé en retard, c'est vrai, mais je suis au travail. J'étais dans des obligations. J'avais une obligation. Mais j'ai une question. J'ai bien compris. Le thème d'aujourd'hui est basé sur l'éducation des femmes. Et merci après, de couper tout. Allô? On vous entend, Allô? parfait. Oui, le thème aujourd'hui est basé sur l'éducation des femmes. Et nous avons touché plusieurs autres sujets, comme par exemple la discrimination de la femme, la place de la femme dans la société, la considération de la femme dans la société. Mais est-ce que nous n'avons pas eu des éléments concrets qui présentent ces faits? C'est vrai, ça c'est sûr.
parce que moi, je viens d'un pays d'Afrique où vous allez retrouver dans certaines familles, quand peut-être il y a un père et une mère ont fait des enfants, des garçons et des filles, le père beaucoup plus est favorable à ce que tous ces enfants aillent à l'école. Mais vous allez voir que les voix qui sont les plus, qui s'opposent à l'idée des femmes à l'école, ce sont des femmes, comme ces filles qui sont là. Bon, c'est là où moi je me pose des questions que il va falloir évoluer les mentalités. Est-ce que la femme n'a pas son grand rôle à jouer pour que cela soit fait? Parce que je pense que les hommes peut-être ont déjà compris cela, parce que les pères sont aussi les hommes sont aussi les pères de ces filles. Et ils ont besoin d'avoir les filles instruites, les filles leaders, ils ont besoin d'avoir les filles qui peuvent aussi les représenter. Mais est-ce que la femme aussi qui est dans les foyers, elle doit faire beaucoup pour ça? Bon, maintenant, au niveau institutionnel, moi, j'ai fait des écoles catholiques. J'ai fréquenté des écoles catholiques. Je pense que peut-être des écoles catholiques peuvent faire beaucoup. Parce que moi, j'ai fait des écoles catholiques où l'école était sachant déjà que l'école pour une femme, c'est difficile. Et la plupart des filles qui venaient là sortaient des familles difficiles. Et le prix scolaire était au même prix que toute autre personne. En Europe, je ne vous parle pas de l'Europe parce que le système scolaire est peut-être gratuit, mais en Afrique, on paye les écoles. Bon, si c'est qu'on veut battre ce côté-là, est-ce qu'on ne peut pas, au lieu de présenter les faits, on ne peut pas aller tout droit sur l'objectif et trouver des solutions vraiment qui peuvent permettre à ce que les femmes, bien sûr, qu'on ne va pas, comme vous l'avez bien dit, Madame Christina Lungi, que peut-être nous n'allons pas arriver à mettre l'égalité parfaite, mais que quand même que ça puisse quand même grimper à ce que ça puisse être au moins au niveau de l'égalité. Et pour cela, par exemple, que les écoles dans les pays africains où il y a une forte croissance de population, que les femmes puissent avoir une école peut-être gratuite dans les institutions où il y a le contrôle social, comme par exemple les églises catholiques, contrairement aux écoles privées, parce que peut-être l'école privée, eux, ils sont à la recherche de leur monnaie, de leur argent, mais que peut-être les institutions comme les écoles catholiques, les écoles à usage où il y a le contrôle social, qu'on puisse mettre l'accessibilité gratuite aux femmes, pour que les femmes puissent monter vraiment au même niveau que les hommes, que ce soit dans le niveau technique, le niveau administratif et général. Parce que comme vous l'avez bien dit, le niveau technique, franchement, les femmes n'y vont pas. Elles n'y partent pas parce qu'elles trouvent ça très machiste. Déjà, leur maman déjà ne veulent pas qu'elles y soient, parce que déjà, on leur fait comprendre que la femme en question, même en Afrique, c'est elle qui est même la première à mettre une autre femme à la marge de la société, en lui disant que non, tu n'as pas le droit de te comporter comme un homme, tu ne peux pas faire comme un homme, tu ne peux pas porter ça comme un homme et tout et tout. Et là, la femme commence déjà à se dévaloriser elle-même. Merci, Monsieur Merad. Est-ce que Karima, tu souhaiterais répondre et ensuite peut-être Christina ou l'inverse, à votre convenance? Oui, d'abord, merci, Monsieur Menrad, pour ces questions. Je voudrais vous dire, monsieur, détrompez-vous, ce n'est pas que au sein de nos pays africains que ces sexismes existent. Et j'ai entendu Christina tout à l'heure, j'ai été choquée quand j'ai appris que dans un pays qui pour nous est beaucoup plus avancé, il y a encore des taux comment dirais-je, de déperdition au niveau professionnel, d'inégalité salariale, etc. Et même au niveau de l'harcèlement. Tout à l'heure, j'ai eu un WhatsApp d'une jeune qui habite en Europe, qui travaille dans une société européenne et qui vient de me dire que le jour où elle est tombée enceinte, son patron, qui est étranger et occidental plutôt, et qui connaît bien les droits des femmes et tout, qui lui a dit « J'espère que vous n'allez pas garder cet enfant pour votre carrière. » Donc, imaginez-vous quel aurait été ce sort de cette jeune femme qui venait d'intégrer la vie active. Si elle n'était pas outillée, elle aurait pu reculer, elle aurait pu tout arrêter. Donc aujourd'hui, vous avez raison,
Normalement, tout doit se jouer avant 6 ans. Normalement, nous devrions sensibiliser les enfants dès le jeune âge à affronter ces obstacles, affronter ces stéréotypes et travailler aussi sur la masculinité. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, beaucoup de difficultés, beaucoup de défis par rapport à cela. C'est vrai, les femmes, mais je peux vous dire que les femmes se battent pour que leur fille soit mieux qu'elle. Et je m'arrête là. Merci, chère Christina. Si tu es encore en ligne, est-ce que tu pourrais… Oui, je suis là, Florence. Bah, écoutez, Merci. monsieur, vous avez résumé, vous avez décrit plutôt la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire vous avez des femmes qui sont incapables de dire à leurs filles d'y aller parce qu'elles-mêmes sont bloquées dans une culture patriarcale. Des hommes qui n'ont pas les moyens parce que vous disiez il y a des moyens financiers après, donc voilà. Et des petites filles ou des jeunes filles qui ne veulent pas y aller non plus parce que quand elles sont accueillies, enfin en tous les cas en Europe c'est comme ça, les hommes sont tellement machos, font tellement des réflexions débiles et tout, qu'elles n'ont pas du tout envie d'être dans un environnement très masculin. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, notre histoire là. Donc, il faudrait véritablement, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas la volonté en haut de la pyramide. Si nos gouvernants, parce que ceux qui décident, c'est les gouvernants. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire la guerre, de vendre des armes. Voilà, ça, c'est leur machin. Hein, ils aiment bien, c'est des hommes. Ils aiment bien faire ça. Mais c'est horrible. Ils nous conduisent à la catastrophe, ces gens-là. Voilà. Mais si on avait des gens un peu plus éclairés, un peu plus lumineux dans leur tête avec l'interrupteur qui a fonctionné, qui aient envie, non pas de leur ego, non pas de porter leur propre petite gloriole personnelle, mais de se dire, on est des êtres humains et qu'on soit des garçons, des filles. Vous êtes nés au Congo, hein, c'est ça? Ah, j'ai cru que c'était le Congo, votre pays. Non, je suis né au Cameroun. Au Cameroun, pardon. Au Cameroun. Bon, moi, je suis née en Italie, mais j'aurais pu naître au Cameroun et vous en Italie. Et vous auriez pu être moi et moi vous. Donc, c'est ça l'altérité. À partir du moment où on ne comprend pas ça, on ne peut pas travailler sur des principes d'égalité. C'est impossible. Et il faut avoir cette capacité de se dire, je pourrais être cette personne-là. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut mettre tous les process. Moi, je sais faire. Vous me demandez de le faire dans une structure, je sais le faire. Et ça marche dans toutes les entreprises. Et je travaille dans 56 pays, comme disait Florence, avec des très grands groupes comme L'Oréal, le groupe Legrand, des gros machins comme ça. Ça fonctionne. Donc, si on pourrait le faire à l'échelle d'un pays, d'un continent, mais les dirigeants ne veulent pas. Parce que je pense que les gens normaux, les gens humains normaux, ils ont envie de paix et ils ont envie de vivre comme ça. Mais on est bloqué par une culture patriarcale qui est renforcée. Là, moi, je voyais les statistiques aujourd'hui, puisque c'est la journée des violences, la journée internationale, les statistiques sont il y a plus de violences, plus de féminicides cette année que l'année dernière, malgré le battage médiatique, etc. Donc, sur l'histoire des STEM, vous avez raison, donner de la gratuité des écoles, c'est comme un peu quand il y a eu Polytechnique, HEC, pour faire entrer les filles, on a dit on fait HEC féminin, Polytechnique, puis aujourd'hui c'est mixte. Il faut y aller parfois par petites touches comme ça pour permettre les choses. Mais encore faut-il qu'il y ait une culture qui englobe tout ça. Et on ne l'a pas aujourd'hui, cette culture. Et quelles que soient les organisations, qu'elles soient civiles ou pas, eh bien, on est dans un système très, très patriarcal. Et tant qu'on aura ça, ce qui est contraire au grand principe de l'humanité, je trouve. Parce qu'il n'y a aucune loi, ni naturelle, ni spirituelle, qui nous dise que les hommes sont supérieurs aux femmes. Voilà ma conclusion. Merci infiniment. Merci beaucoup. On pourra reprendre les questions après, mais je voudrais donner la parole à Carlotta Scordino, étudiante en droit. Elle se passionne pour la criminologie, les animaux et l'écriture. Et elle va nous parler du harcèlement. Elle est italienne, donc évidemment, on avait à cœur également, nous sommes à Rome, de faire parler une étudiante italienne. Elle est auteure du livre Diamante e Cristallo,
qui a été publiée en avril 2025, et elle nous explique dans ce livre que le harcèlement n'est pas une force, mais c'est la peur déguisée en pouvoir. Donc, je vais également faire la présentation en anglais, following on from our discussion about girl education, but more broadly about inclusive education against violence and sexism from school to the workplace. I'm very happy and proud to introduce you to a law student and writer, Carlotta Scordino, who has written her first book, Diamante e Cristallo, in particular about the experience of school bullying in Italy. Bullying of girls is a global scourge, and I am very happy to present her so that she can conclude this speech with a message of hope for young people. The book was published in April. Harassment for her is not a strength, it's fear disguised as power. Carlotta, you are here? On n'entend rien. No, I'm sorry. I searched Carlotta. C'est Carlotta Scordino. Si, Carlotta Scordino. Ben, elle est en ligne, hein? Elle est là. Moi, je la vois dans la liste. On va lui faire un message. Attends. Sorry, I'm really sorry. I'm really sorry. Okay. Okay. Okay, you are here. Perfect. Okay, perfect. So, good evening, everyone. First of all, I would like to thank Florence for inviting me to participate in this conference. And secondly, I'm going to read you something I wrote about my book, which is this one. And my book talks about introspection, self-harm, bullying, and eating disorders and psychotherapy that I think are really connected with education. So I'm going to read you something I wrote about my book. Before getting started, I would like to ask you to think of a time when you felt excluded, judged, or perhaps targeted. We all know that feeling, even if only for a moment. It is precisely from that vulnerability that my book was born. Diamante e Cristallo is a novel that stems from the union between strength and fragility. We are all made up of this fusion that represents us. In certain moments when everything seems to be falling apart, don't cling to that small part that of yourself that remains strong in that moment. If you fall, it is important to say to yourself, okay, I fell. Why did I fail? What is making me feel bad? Experience that pain so that you can get back up, having learned something more about yourself. And if at the time you feel a certain emotion that seems wrong or out of place, perhaps it is exactly the right one. So feel free to experience whatever emotion you want. This is not just another book about a story that doesn't belong to you. This book can represent each of you. Read it and look for a part of yourself in the story. You may find it in a sentence, a word, or a moment. Each of you is here inside. I would also like to talk about bullying.
which is unfortunately a reality for many young people and adults. From my personal experience, I can say that bullying changes you inside, leaving deep, often invisible scars that can stay with a person for years. Behind every victim, there is a story, a heart that asks only for respect, someone who would like to feel seen, accepted, listened to. And behind every bully, there is often hidden pain, a void that they try to fill by hurting others. Very often, as has happened to several young people who have taken their own lives, bullying makes them feel guilty because their hearts lead them to love people of the same sex. But each of us has the right to choose to be who we want to be, to love who we want, to dress how we want, and to live as freely and naturally as possible. This is why silence is the real enemy. Staying quiet means letting the wound grow. Let's talk. Let's ask for help. Let's choose to be the voice that encourages, the gaze that understands, the hand that lifts up. And in conclusion, we also choose to support LGBT rights because each of us has the freedom to choose our own life, to define our own identity, to follow our own path, and to express who we truly are, to live by being ourselves always. So this book that I wrote talks about psychotherapy, which I think that is really, really important for the young students at school today. Because unfortunately, bullying is a reality, and I experienced that by myself at school. And so, in conclusion, I want to say that the silence, remain in silence, is the real enemy. So we have to talk about and both to the situation, the victim and the bully, because both in both there is some pain, some they are struggling with something. So this is this is it. Thank you very much. Thank you so much, Carlota. Thank you very much for having me. Thank you so much for this very, very moving speech. Thank you for giving us the perspective also of young people. Within my diplomatic committee of the United Nations, I witness thousands of the suffering of young people and their parents about harassments. So thank you so much. And I precise, you can. I would like to point that you can buy the book. We must promote yours, so you can also buy the book of Carlota. Thank you. Thank you very much. So much for your presence. Merci, merci à